Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, notre Assemblée est donc saisie d'un projet de loi autorisant la ratification de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part. Permettez-moi tout d'abord de saluer la mémoire de Marielle de Sarnez, devant qui j'avais présenté mon rapport le 19 février 2020. Sous sa présidence, la Commission des Affaires étrangères s'était alors prononcée pour l'adoption de ce projet de loi. Permettez-moi aussi d'adresser au peuple australien mes vœux de prompt rétablissement au lendemain de la crise sanitaire qui les a également frappés. Je l'essaie en bonne voie, mais je voudrais ici souligner que je déplore le blocage par la Commission européenne des exportations vers l'Australie de vaccins contre le coronavirus. La sortie de crise sera mondiale ou ne sera pas. Et un partenariat à géométrie variable ne me semble pas en cohérence avec l'accord que je vais vous présenter maintenant. Mais avant cela, permettez-moi de vous emmener en Australie avec ce court poème écrit en 1908 par la grande poétesse australienne Dorothy Mackellar. « J'aime un pays brûlé par le soleil, terre des vastes plaines, des chaînes de montagnes déchiquetées, de la sécheresse et des inondations. J'aime ses horizons lointains, j'aime le bijou qu'est sa mer, sa beauté et sa terreur, la grande terre brune pour moi. Oui, ce pays est magnifique, ce pays est attachant. Comme député des Français établis en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les autres pays de la région, je sais aussi l'histoire avec un grand H et la force des liens qui nous unissent et des valeurs que nous partageons. L'Union européenne a déjà noué avec les États insulaires du Pacifique de multiples partenariats axés sur le développement, la pêche et le changement climatique. Elle a aussi fait du Forum des îles du Pacifique un interlocuteur privilégié. L'Australie, elle, a ratifié le présent accord-cadre le 4 septembre 2018 et nos partenaires australiens, je peux vous en assurer, sont impatients de nous voir leur emboîter le pas. Leur ambassadrice, Mme Gillian Bird, que je salue, me l'a confirmé lorsque je l'ai rencontrée hier. Rappelons qu'il s'agit d'un accord dit mixte, c'est-à-dire portant sur un domaine de compétences partagé entre l'Union européenne et les États membres. Il doit donc être ratifié par les parlements nationaux. L'accord que nous examinons aujourd'hui a donc pour objet de renforcer, Monsieur le ministre l'a souligné, l'assise juridique et le champ des relations de l'Union avec son partenaire australien dans un vaste panel de domaines: innovation, formation, éducation, culture, mais aussi coopération judiciaire, aide humanitaire, questions de migration et d'asile, ou encore lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, la cybercriminalité, ou encore la prolifération des armes de destruction massive. Il doit être bien distingué de l'accord commercial en cours de négociation. Ces deux accords n'ont aucun rapport. La ratification du présent accord-cadre n'exige pas et n'empêche pas davantage la conclusion d'un accord commercial. Alors pourquoi cet accord est-il utile ? Les Australiens, d'abord, considèrent qu'une Union européenne forte est essentielle. De nombreuses personnalités australiennes que j'ai pu rencontrer ont souligné la dépendance actuelle de leur pays vis-à-vis de ses voisins, notamment la Chine. Celle-ci demeure le premier partenaire économique de l'Australie qui cherche précisément à réduire sa dépendance et à prévenir les effets dommageables d'une guerre commerciale sino-américaine. Elle ambitionne donc de diversifier ses partenariats, ses collaborations, et l'Union européenne se doit de répondre à ces ambitions. Pour l'Union européenne, ensuite, il est bon de chercher à renforcer notre présence dans cette région immense et dynamique que constitue la zone Indo-Pacifique, notamment en resserrant nos liens avec un pays partenaire et ami comme l'Australie. Tous les analystes s'accordent à reconnaître que la région Indo-Pacifique a déjà pris et continuera à prendre une importance majeure en termes d'influence politique et diplomatique et de puissance militaire, au point que l'on a pu parfois parler à cet égard de, entre guillemets, basculement du monde. Pour la France, enfin, l'Australie constitue un partenaire stratégique, comme l'a manifesté le déplacement du président de la République en mai 2018, puis son appel en août 2019 dans son discours à la conférence des ambassadeurs à, je le cite, « se mobiliser pleinement pour construire une stratégie française dans l'axe Indo-Pacifique ». La France est le seul État membre présent territorialement dans la zone Océanie-Pacifique depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
J'ajoute que les coopérations prévues par l'accord impliqueront de manière forte la Nouvelle-Calédonie, qui dispose déjà d'une diplomatie régionale active et dont le Congrès n'a formulé aucune opposition à la ratification de cet accord. Son statut, d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie, de membre à part entière du Forum des îles du Pacifique et de la Communauté du Pacifique, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne, justifie le souhait du président de son gouvernement à être partie prenante des instances de dialogue politique en matière de politique étrangère et de sécurité. Que vise et contient plus précisément cet accord ? Il formalise un dialogue qui n'était régi jusqu'à présent que par un simple cadre de partenariat adopté en octobre 2008 sans valeur contraignante. Son titre 2, par exemple, met en avant la volonté des parties de renforcer leur dialogue par le biais de consultations et d'échanges réguliers, que ce soit au niveau des dirigeants ou des administrations. Les titres suivants posent des engagements de dialogue dans une série de domaines de coopération: le développement mondial et l'aide humanitaire, l'économie, le commerce, la justice, la liberté et la sécurité, la recherche, l'innovation et la société de l'information, l'éducation et la culture, ou encore le développement durable, l'énergie et les transports. L'accord prévoit l'existence d'un mécanisme de règlement des différends pour résoudre d'éventuelles difficultés d'interprétation ou d'application. Seule une violation particulièrement grave des dispositions relatives aux principes démocratiques, aux droits humains, aux libertés fondamentales pourrait conduire à sa suspension. L'accord comprend de nombreux engagements en matière de protection de l'environnement, de développement durable, de préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, de protection de la faune et de la flore, de gestion durable des forêts, de lutte contre la pêche illicite. L'article 46, notamment, est consacré à la reconnaissance de la menace mondiale commune que constitue le changement climatique. Et l'accord donc contient un engagement, je cite, à œuvrer ensemble pour parvenir à un accord international sur le climat solide, juridiquement contraignant et applicable à tous les pays. On reconnaît là une esquisse de ce que sont les accords de Paris. Mais comme il a été paraphé avant leur signature, il ne les mentionne pas. Je tiens à souligner que malgré des remous politiques, la conscience environnementale australienne est réelle. L'Australie a un objectif de zéro émission carbone en 2050. Inégal peut-être, mais la lutte contre le changement climatique y est une réalité. Je l'ai vu. Ainsi, un quart de la consommation d'électricité en Australie, monsieur Lecoq, provient déjà d'énergies renouvelables. Un ménage australien sur 5 a des panneaux solaires sur son toit et a une batterie. La sécurité et la promotion de la paix constituent également des points centraux de l'accord. Celui-ci offre un cadre pour lutter, par exemple, contre la criminalité organisée et la corruption, la cybercriminalité ou encore le blanchiment de capitaux. L'accord ouvre aussi des perspectives d'approfondissement de la coopération culturelle et scientifique qui répondent à un besoin dont m'ont fait part des chercheurs français présents en Australie. L'accord rappelle enfin notre attachement commun aux principes démocratiques, aux droits humains et à l'état de droit. L'Australie et l'Union européenne, et en particulier la France, professent un même soutien au multilatéralisme et à la promotion d'un ordre international fondé sur les règles. Elles ont des positions proches sur les questions de politique étrangère, comme celles relatives à l'Ukraine, à la Russie, la Corée du Nord ou au Proche-Orient. Dans une période où le système multilatéral est fréquemment ébranlé, il leur est bon d'intensifier leur coopération face à des défis tels que le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. En conclusion, le présent accord-cadre ambitionne de promouvoir les normes auxquelles l'Union européenne est attachée, en un temps où celles-ci paraissent régulièrement menacées. Par les engagements de coopération qu'il pose, il est fidèle aux liens profonds noués entre l'Europe et l'Australie et matérialisés par le sacrifice de leur vie fait par de nombreux Australiens sur les champs de bataille européens pendant les 2 guerres mondiales. C'est d'ailleurs dans quelques jours, le 25 avril précisément, que sera commémoré l'Anzac Day, y compris ici en France dans la Somme, jour mémoire de l'engagement des soldats australiens et néo-zélandais à nos côtés dans la Première Guerre mondiale. Qu'ils en soient ici, dans cette Assemblée, encore très chaleureusement remerciés. C'est pour toutes ces raisons que la Commission des Affaires étrangères a tenu à autoriser la ratification de cet accord de partenariat. Je vous remercie.